Qui est en ligne, oui. Donc, bonjour à tout le monde. J'espère que vous allez bien aujourd'hui et surtout avec cette période de pandémie qui sévit un peu partout dans le monde. Donc, aujourd'hui, on va parler de l'offre de l'écosystème Shaw-Banka, c'est-à-dire on va essayer d'aller en profondeur pour répondre à certaines questions et préoccupations. Et en même temps, on va parler de DifiBank, c'est-à-dire qu'est-ce que DifiBank et quelle est l'opportunité que cela présente à saisir en fait. Donc sans plus tarder, je vais aller au vif du sujet pour parler principalement à titre introductif de présentation de Shaw-Banka. Bon, ça fait bientôt 3 ans que nous y travaillons. Shaw-Banka a été créé au mois de juillet 2017 avec pour ambition d'offrir un écosystème de services d'inclusion financière en utilisant les technologies émergentes. Donc, si on va s'en tenir à cela, on se rend compte que nous avions au départ une vision et une mission et un mandat à réaliser, qui est de rendre l'inclusion financière une réalité pour tout le monde. Pas seulement pour des gens qui vivent dans des pays développés ou modernes, mais également pour tout le monde, en ce sens où des gens qui vivent principalement en Afrique, qui est notre focus, c'est-à-dire notre champ principal, où on doit rendre l'inclusion financière en réalité, parce que si on étudie un peu la réalité socio-économique, on se rend bien compte que plus de 2 milliards de personnes dans le monde sont exclues par le système financier classique. C'est-à-dire ce sont des gens qui n'ont pas accès au compte bancaire. Alors quand on n'a pas accès au compte bancaire, on est du coup exclu du service bancaire et financier avec tout ce que cela comporte comme avantage d'avoir un compte bancaire, d'être bancarisable, si on peut le dire ainsi. Et aussi, ça crée aussi une situation où on voit une prédominance de l'informel, c'est-à-dire il y a une économie fortement informelle où il n'y a pas une capacité de pouvoir évaluer ou de tracer les activités, parce que il y a un adage qui dit tout ce qui est mesurable se réalise. Alors si on n'a pas des informations comme les données transactionnelles pour pouvoir évaluer ou mesurer l'activité économique d'une économie donnée, c'est difficile de pouvoir faire des prévisions, c'est difficile de pouvoir se projeter ou de faire quelques évaluations ou quelques simulations quelconques. Donc c'est fort de cela que nous pensons que la technologie telle qu'il est aujourd'hui, c'est-à-dire le numérique, peut être un outil clé pour pouvoir rendre ces choses-là évidentes. C'est pourquoi vous avez Shaw-Banka qui se positionne comme un acteur majeur, dans ce sens où elle est capable d'offrir à travers sa plateforme, à travers son écosystème, une panoplie de solutions numériques à forte valeur ajoutée, très très innovant et tourné vers le futur pour résoudre ces questions d'inclusion financière ou d'exclusion financière, autant pour moi. Donc je diffuse en même temps, je suis en direct sur Facebook et sur notre application DifiMeet. Donc parfois vous allez avoir des redondances de voix. Le concept est simple, c'est de rendre l'inclusion financière une réalité. Alors l'inclusion financière, quand on parle tout le temps, les gens pensent qu'il s'agit de la banque ou il s'agit juste de transactions bancaires. Ça va au-delà. La question de banque est comme une pierre angulaire, mais la chose se décline dans plusieurs branches et domaines d'activité, partant des domaines comme le commerce classique, c'est-à-dire acheter-vendre, jusqu'à la gouvernance, c'est-à-dire la gestion d'une organisation ou d'un État,
en passant par tout ce qui est professionnalisation, c'est-à-dire les gens qui offrent des services professionnels dans des cadres bien précis, dont ils ont besoin d'un environnement plus formalisé, plus traçable et transparent pour offrir leurs services. Donc ça va un peu plus que ça. C'est pourquoi j'ai dit l'inclusion financière, c'est pas juste de dire les transactions bancaires ou financières. Ça va toucher les questions comme le commerce, comme j'ai dit, comme une place de marché, comme une question de sécurité, comme une question d'environnement sécuritaire pour faciliter les opérations. Alors, une équipe principale, c'est-à-dire l'équipe projet. C'est au niveau de la coordination, parce que quand vous regardez un projet comme Shaw Banka qui se décline dans plusieurs domaines et secteurs d'activité, il y a des aspects qu'il faut maintenant définir au niveau de la structuration organisationnelle. On a une équipe principale dont je fais partie. Il n'y a pas plus de... Nous sommes à peu près 4 personnes. Donc, il y a le CEO, le Chigozie. Il est basé en Écosse, du côté des Royaumes-Unis. Donc, c'est lui qui est le chef d'orchestre. Je suis le vice-président régional, c'est-à-dire, pardon, le vice-président senior, qui est membre de l'équipe principale projet, c'est-à-dire au niveau de la coordination, au niveau de voir dans quel angle il faut faire évoluer la chose. Donc, je fais partie de cela. On a maintenant une équipe par région et par lieu. Alors, cette équipe est constituée des gens qui sont présents au Cameroun, des gens qui sont présents au Canada, d'autres qui sont présents au Nigeria, d'autres éventuellement qui sont du côté de l'Inde, du côté de la Chine, avec qui nous travaillons éventuellement sur des cas précis, selon le besoin qui se fait sentir. Sinon, au niveau de l'équipe projet, comme j'ai dit, il y a Chigozie, il y a moi, il y a Andrew, qui est du côté de la Russie, qui s'occupe de tout ce qui est design et conception. Il y a également Senator, qui est notre responsable légal. Il est basé au Nigeria. Donc, c'est pas plus que ça. Maintenant, on va regarder la localisation. Bon, notre localisation n'est pas cachée. Il se trouve dans les différents points où ces personnes se trouvent. Donc, Shaw Banka aujourd'hui est enregistré et présent légalement en Europe, notamment dans l'état de l'Estonie, parce que c'est un état qui est pro-numérique. Donc, on a une entreprise qui est enregistrée là-bas, qui est DiFi-U. Il y a également DiFi, qui est Shaw Banka U. Il y a également Shaw Banka au Canada, enregistré au nom de Shaw Banka Corporation. Il y a Shaw Banka enregistré aux États-Unis sous le nom de Shaw Banka Inc. et Shaw Banka Corporation. On est enregistré dans 2 états distincts, c'est-à-dire dans l'état du Wyoming qui est très pro numérique et blockchain. On est enregistré également à l'état du Delaware. On est enregistré également au Nigeria. On a à peu près une vingtaine d'entreprises enregistrées au Nigeria. On est enregistré au Cameroun, Shaw Banka SAR, depuis pratiquement 1 an déjà. Donc voilà un peu notre situation géographique et on continue aussi à se déployer parce qu'on est en train de s'enregistrer du côté du Ghana. On s'enregistre également aux Philippines, un peu notre situation géographique et on continue aussi à se déployer parce qu'on est en train de s'enregistrer du côté du Ghana. On s'enregistre également aux Philippines, en Inde et en Chine. Donc notre objectif et mode opératoire est de se déployer progressivement selon les zones géographiques où il y a une forte concentration ou un besoin réel. Et comme je vous ai dit, nous, on est une équipe existante, on est réel, on n'est pas caché, et on ne se dissuade pas derrière un pseudo nom ou bien quoi que ce soit, mais on se présente, on est prêt à répondre aux gens qui ont besoin, qui veulent nous écouter ou bien qui veulent travailler avec nous. C'est pourquoi je fais cette intervention aujourd'hui pour essayer de répondre à ces préoccupations dont certaines personnes ont. Dire c'est qui est derrière, qu'est-ce qui est là. On n'a pas besoin de
d'aller plus loin pour démontrer ce dont nous sommes capables parce que on a déjà une panoplie de solutions, de cas d'utilisation réels qui fonctionnent, que chacun peut tester et évaluer la qualité de l'offre, notamment Diffie Social. Diffie Social est une véritable prouesse technologique qui apporte beaucoup d'améliorations sur tout ce qui est réseau social. Parce qu'aujourd'hui, vous avez le réseau social qui devient un peu la mode parce que beaucoup de personnes utilisent le réseau social pour communiquer. Déjà, qui peuvent éventuellement montrer que nous sommes sérieux et on a la capacité à offrir plus. Diffie Social qui est opérationnel depuis un mois déjà. Non, ça va faire un mois demain, qui est une plateforme de réseau social qui intègre des fonctionnalités et des options que vous retrouvez éventuellement sur Facebook, sur TikTok, sur Snapchat. Elle est en version 1 qui a été déployée. Vous avez ça en version web et version applicative. Progressivement, on va ajouter des fonctionnalités, des options, comme toute application. C'est progressivement qu'on ajoute des options. On a Diffie que nous utilisons actuellement pour des options, comme toute application. C'est progressivement qu'on ajoute des options. On a Diffie que nous utilisons actuellement pour cette conférence, parce qu'il y a d'autres personnes qui suivent sur Facebook, mais d'autres sont sur Diffie. Diffie, c'est un outil de vidéoconférence qui apporte beaucoup d'améliorations par rapport aux autres outils dont vous avez l'habitude d'utiliser, parce que vous voyez, de plus en plus, on sera appelé à travailler en ligne, à intervenir dans des activités à distance, parce que la question de distanciation s'impose compte tenu de la mode qui est le COVID-19, qui est venu complètement débalancer tout. On est obligé de travailler à distance. Donc, nous avons développé cet outil qui est très, très efficace, très performant. Et les gens qui vont utiliser plus tard, ils pourront eux-mêmes évaluer la qualité de l'outil. Il est simple. La personne qui va organiser une réunion doit s'inscrire, mais toute personne qui participe ont le droit de participer sans toutefois payer quoi que ce soit. C'est gratuit pour des participants, mais payant pour la personne qui... les frais sont de 2 euros par semaine. Donc, vous pouvez payer 2 euros pour 7 jours. Vous pouvez vous payer à l'année pour avoir... à l'année, c'est à peu près 76 dollars. Donc, quelque chose comme 65 euros pour 12 mois d'utilisation. Et l'utilisation est limitée. Vous pouvez avoir non seulement limité en termes de nombre de personnes, mais aussi en termes de temps. Vous pouvez lancer une séance de vidéoconférence qui peut durer même 24 heures, même 2 jours. Sur ne sont pas encore au courant, notamment Diffie-Vol. Diffie-Vol, c'est notre espace de stockage sécurisé, transparent et confidentiel. Un peu comme ce que vous avez avec Google, Google Drive, ou ce que vous avez avec Microsoft, OneDrive ou Dropbox. Ça, c'est des espaces de stockage. Mais la différence, c'est que notre espace de stockage, il utilise une architecture de registre distribué qui permet de crypter les données qui sont stockées là-dedans. Même nous n'avons pas accès aux données des gens comparativement aux autres, ou éventuellement, ils ont des brèches qui permettent d'utiliser les données des gens à d'autres de registre distribué qui permet de crypter les données qui sont stockées là-dedans. Même nous n'avons pas accès aux données des gens comparativement aux autres, ou éventuellement, ils ont des brèches qui permettent d'utiliser les données des gens à d'autres fins. Donc, c'est ça un peu l'innovation que Diffie Vol, c'est-à-dire cet espace de stockage, apporte. Donc, c'est un peu ça. Je ne veux pas rentrer dans... Ça va être très long si on veut discuter sur les différents cas d'utilisation que nous avons déjà qui fonctionnent. On a à peu près plus d'une vingtaine qui sont déjà... Donc, si on veut discuter sur les différents cas d'utilisation que nous avons déjà qui fonctionnent, on a à peu près plus d'une vingtaine qui sont déjà opérationnels, parce que le but, c'est dans le fond de rendre un écosystème numérique où les gens, chacun trouve son compte en termes d'utilisation ou pour un besoin quelconque.
Donc, je vais parler pour le deuxième, c'est DifiBank. Parce que DifiBank est au centre de tout ce que nous faisons. Parce que, comme je dis, nous avons au départ pour mission de bancariser les gens, c'est-à-dire donner la chance à tout le monde d'avoir accès aux services bancaires. Mais ce n'est pas une banque, les gens pensent que c'est une banque qui n'a rien à voir avec la banque classique. Non, c'est une banque en bonne et due forme. C'est-à-dire une banque en bonne et due forme, c'est une banque qui respecte la conformité, la réglementation et les bonnes pratiques des services bancaires. Tous ces banques qui se passent en ligne. Parce que la technologie aujourd'hui est en train de phagocyter tous les domaines. La technologie va toucher à tout, va être capable de faire tout ce que vous avez l'habitude de le faire manuellement ou bien autre de façon numérique et en ligne. Donc, DifiBank essaie d'offrir un cadre de services bancaires de nouvelle génération. En ce sens où les gens pourront ouvrir les comptes bancaires couchés chez eux, c'est-à-dire sans bouger de leur fauteuil, ils ouvrent un compte bancaire. Non seulement ils ouvrent un compte bancaire sur la plateforme DifiBank, mais un compte bancaire qui vous offre une portée mondiale. C'est-à-dire, vous comprenez un peu, c'est-à-dire une banque qui n'a pas de limitation de frontières. Et une banque qui vous donne une certaine marge de manœuvre sur le contrôle de votre argent. Notamment, sur quelle forme vous voulez que votre devise, votre argent soit dans votre compte bancaire. Vous me suivez? C'est-à-dire, vous pouvez vouloir que votre argent soit en euros, uniquement en euros. Vous pouvez vouloir qu'il soit en dollars, qu'il soit en francs CFA, qu'il soit en livres sterling, en yens chinois. Bref, c'est une banque, c'est une plateforme bancaire qui offre une pluralité de possibilités sur la question de gestion de l'argent et maintenant sur la question des paiements. Parce que le rôle de la banque, c'est d'être un intermédiaire de transaction. C'est le tiers de confiance. Mais avec la technologie blockchain, l'intelligence artificielle et bien d'autres technologies émergentes, on est capable d'offrir les services bancaires autrement. Un service bancaire où les gens seront leur propre banque, où les gens pourront initier les opérations bancaires sans forcément avoir besoin de se déplacer en un lieu, où les gens pourront éventuellement retirer l'argent, faire des paiements, transférer à moindre coût. C'est-à-dire non seulement la transaction est rapide, elle est moins chère, elle est sécurisée, elle est confidentielle. Et aussi, vous avez cette marge de manœuvre où votre argent vous appartient. Parce que dans le compte bancaire classique traditionnel, l'argent, il est généralement sous le contrôle le tiers de confiance à qui vous avez confié votre richesse. L'idée dans le cadre de DifiBank, c'est d'offrir une banque dont vous avez le contrôle, dont l'argent il est disponible à tout moment et vous n'avez pas de restrictions en termes de transactions, tout en restant dans la conformité. Donc les gens ne pourront pas, comme j'ai dit, on offre la chance aux gens d'avoir les comptes bancaires à moindre prix et même gratuit dans certains cas, mais sans toutefois bafouer les bonnes pratiques. Je dis bien les bonnes pratiques des services bancaires et financiers. Ces bonnes pratiques, c'est quoi? Tous les avantages que nous avions dans le système bancaire classique, c'est-à-dire où les réglementations, la conformité permet de protéger le client sur ces transactions, également d'éviter que la banque ou bien cet instrument soit utilisé à des fins inavouées, comme par exemple le détournement de fonds, le financement d'activités terroristes ou alors le blanchiment d'argent. Nous avons mis en place un ensemble de mécanismes qui permet de contrôler et de limiter, de mitiger ces risques liés à ces cas que j'ai cités, c'est-à-dire les effets pervers de la banque, où les banques sont utilisées pour blanchir l'argent ou détourner des fonds. Donc, grâce à l'intelligence artificielle, à la blockchain, on est capable de tracer et de repérer qui a reçu quoi où et quand, sans toutefois dévoiler l'identité réelle de la personne. Donc, c'est des choses qui sont mises en place au niveau de DifiBank. Donc là, maintenant, nous avons aujourd'hui même lancé l'opération de levée de fonds
pour le déploiement, l'expansion de cette banque dont je vous ai parlé. Alors, comme je vous ai dit, la banque prend une infrastructure, c'est-à-dire une architecture technologique. Ça prend une batterie de règles, c'est-à-dire la réglementation, c'est-à-dire ça demande une licence, ça demande une licence pour opérer comme une banque. C'est pourquoi nous voulons lever des fonds, nous voulons lever 10 millions d'euros pour pouvoir acquérir ces licences-là auprès des différentes juridictions, notamment en Europe, en Amérique, en Afrique, c'est-à-dire au Nigeria, au Cameroun et d'autres pays où on pourra éventuellement soit travailler en partenariat avec une institution financière ou aller chercher une licence locale. Sinon, la licence bancaire que nous allons obtenir dans l'Union européenne permettra que nous émettons des comptes bancaires aux gens, les comptes bancaires européens, les comptes bancaires chèques, c'est-à-dire où ils peuvent recevoir un virement venant d'une banque ou émettre un virement vers d'autres banques. Ils vont avoir une carte de paiement débit qui leur permet de dépenser leur argent. Donc, ça, c'est au niveau de répondre sur les gens qui demandent si ce n'est pas une banque sur juste de façon superficielle. Non, c'est une banque en bonne et due forme qui respecte toutes les charges, les chartes et les réglementations en matière bancaire. Donc, notre modèle d'affaires, il est très simple. Le modèle d'affaires, il est classique, c'est-à-dire nous offrons des services bancaires comme toutes les banques. Nous offrons également des services aux entreprises, comme éventuellement toutes les banques. Seulement que on pourra se différencier par notre approche de service et le coût. Parce que dans le fond, une entreprise ne peut être compétitive ou concurrentielle quand elle est capable d'offrir, excusez-moi, quand elle est capable d'offrir les services mieux, moins cher et rapide. Donc, c'est cette éthique-là qu'on va aller chercher dans l'approche que nous avions, c'est-à-dire offrir le même service mieux, c'est-à-dire en termes de mieux, c'est la qualité, plus vite, c'est-à-dire la rapidité. C'est pourquoi le mot DeFi même, c'est instant, rapide. Donc, quand vous entendez DeFi, en anglais, ça veut dire à l'instant, ça veut dire instantanément. Et également, réduire les coûts de transaction. Notre souci d'inclusion financière, c'est de rendre les services bancaires et financiers, notamment quand il n'y a pas de services financiers, ici c'est le transfert d'argent, c'est les paiements transfrontaliers, qui parfois vont prendre des jours ou des heures pour partir d'un point à un autre. Et pourtant, l'Internet aujourd'hui permet qu'on envoie des messages instantanés. Donc, c'est normal qu'on puisse résoudre ce problématique-là en utilisant une technologie comme la technologie de la communication. Donc, c'est ça à peu près. Donc, c'est notre modèle d'affaires axé dessus. Et maintenant, autour de DeFi Bank, on veut développer un réseau bancaire qui répond à notre architecture, c'est-à-dire l'infrastructure qu'on a, tout en évoluant vers un système de banque pair à pair. C'est quoi la banque pair à pair? C'est un système de banque où l'argent s'échange de A à B sans besoin de passer par un intermédiaire. C'est pourquoi nous allons créer un réseau qu'on a nommé Quicker, un réseau de paiement et de transfert transfrontalier à l'international où les gens pourront s'envoyer de l'argent en utilisant nos opérateurs de nœuds. Alors, les opérateurs de nœuds ici, c'est des personnes situées dans des pays qui pourront s'enregistrer comme des points de relais où les gens pourront passer par eux pour déposer ou retirer de l'argent. C'est-à-dire, il y aura une pluralité d'options. La pluralité d'options, c'est dans ce sens où les gens pourront passer par la banque classique à partir de l'argent qui est dans notre système. Il peut retirer l'argent dans un guichet automatique le plus proche de chez lui. À partir de notre système, il peut retirer l'argent vers le mobile money. Ou quand il dit retirer, il peut retirer par là, comme il peut aussi déposer. Donc, c'est vice-versa. Il peut également utiliser nos points de retrait, que j'ai appelés ici les opérateurs de nœuds Quicker, qui étaient avant appelés DeFi Express, pour effectuer des dépôts ou des retraits. Donc, c'est selon la situation de la personne, tant géographiquement qu'on est capable d'offrir les services mieux, moins cher et rapide.
Donc, c'est cette éthique-là qu'on va aller chercher dans l'approche que nous avions, c'est-à-dire offrir le même service mieux, c'est-à-dire en termes de mieux, c'est la qualité, plus vite, c'est-à-dire la rapidité. C'est pourquoi le mot DeFi même, c'est instant, rapide. Donc, quand vous entendez DeFi, en anglais, ça veut dire à l'instant, ça veut dire instantanément. Et également, réduire les coûts de transaction. Notre souci d'inclusion financière, c'est de rendre les services bancaires et financiers, notamment quand il n'y a pas de services financiers, ici c'est le transfert d'argent, c'est les paiements transfrontaliers, qui parfois vont prendre des jours ou des heures pour partir d'un point à un autre. Et pourtant, l'Internet aujourd'hui permet qu'on envoie des messages instantanés. Donc, c'est normal qu'on puisse résoudre ce problématique-là en utilisant une technologie comme la technologie de la communication. Donc, c'est la technologie de la communication. Donc, c'est ça à peu près. Donc, c'est notre modèle d'affaires axé dessus. Et maintenant, autour de DeFi Bank, on veut développer un réseau bancaire qui répond à notre architecture, c'est-à-dire l'infrastructure qu'on a, tout en évoluant vers un système de banque pair à pair. C'est quoi la banque pair à pair? C'est un système de banque où l'argent s'échange de A à B sans besoin de passer par un intermédiaire. C'est pourquoi nous allons créer un réseau qu'on a nommé Quicker, un réseau de paiement et de transfert transfrontalier à l'international où les gens pourront s'envoyer de l'argent en utilisant nos opérateurs de nœuds. Alors, les opérateurs de nœuds ici, c'est des personnes situées dans des pays qui pourront s'enregistrer comme des points de relais où les gens pourront passer par eux pour déposer ou retirer de l'argent. C'est-à-dire, il y aura une pluralité d'options. La pluralité d'options, c'est dans ce sens où les gens pourront passer par la banque classique à partir de l'argent qui est dans notre système. Il peut retirer l'argent dans un guichet automatique le plus proche de chez lui. À partir de notre système, il peut retirer l'argent vers le mobile money. Ou quand il dit retirer, il peut retirer par là, comme il peut aussi déposer. Donc, c'est vice-versa. Il peut également utiliser nos points de retrait, que j'ai appelés ici les opérateurs de nœuds Quicker, qui étaient avant appelés DeFi Express, pour effectuer des dépôts ou des retraits. Donc, c'est selon la situation de la personne, tant géographiquement qu'au niveau financier. C'est-à-dire, si je suis à un niveau où je n'ai pas le choix, je suis obligé de retirer peut-être l'argent auprès d'un opérateur de mobile money, ça coûtera peut-être plus cher. Ou alors, je veux retirer dans un guichet, ça coûtera plus cher que si j'avais retiré chez un opérateur de Quicker de DeFi. Donc, voilà un peu un ensemble de choses qui caractérise notre modèle d'affaires au niveau des opérations de transfert d'argent et bancaire. Tout le monde peut devenir un opérateur de nœud, c'est-à-dire il peut servir de point de retrait dépôt tout en faisant des commissions sur les transactions parce qu'il va faciliter une opération de retrait ou de dépôt. Et autre chose, c'est que grâce à notre architecture technologique, on est capable de trouver un mariage, c'est-à-dire de mixer la banque traditionnelle selon l'architecture actuelle avec la banque, nouvelle banque, c'est-à-dire ce qu'on appelle les néobanques, une banque complètement décentralisée, dématérialisée en ligne, en utilisant une architecture blockchain où les gens pourront partir d'une crypto-monnaie vers la monnaie fiduciaire et d'une monnaie fiduciaire vers la crypto-monnaie. Donc, c'est un peu, en gros, c'est ce sur quoi nous avons travaillé et qui va répondre à pas mal de besoins. Donc, la campagne de levée de fonds est lancée et chacun peut acquérir les actions en investissant dans DeFi Bank via notre plateforme Zella, zella.fund. C'est l'espace où vous pouvez aller pour acquérir des actions. Est-ce qu'il y a des questions?
Est-ce qu'ils peuvent lever les mains là? Il y a un petit, vous avez la main de quelqu'un là, vous pouvez lever. Comme là, j'ai levé la main, j'ai enlevé. Bon, je pense que quelqu'un a posé une question. La collaboration des banques traditionnelles. La collaboration des banques traditionnelles, oui, on travaille avec des... il y a beaucoup de banques avec lesquelles nous travaillons. Parce que vous ne pouvez pas rentrer dans une industrie sans avoir parfois de l'interaction. Sinon, comment vous allez fonctionner si vous ne travaillez pas avec des banques? Nous travaillons éventuellement avec EcoBank. On a un partenariat stratégico-commercial avec eux. On a également des banques aux États-Unis et au Canada avec lesquelles nous allons travailler. Donc, c'est ça. Travailler avec les banques, ce n'est pas dit que on va, comment je vais dire ça? C'est pas qu'on va aller travailler chez eux. Non, on travaille dans un sens de relation commerciale. Une relation commerciale, c'est que à partir de chez nous, un client peut retirer l'argent vers cette banque, comme un client peut, à partir de chez eux, déposer l'argent chez nous. Donc, c'est ça la relation, moyennant des frais de transaction. C'est comme ça que ça se passe. Autre question? Mais je pense avoir répondu. J'ai dit, nous travaillons avec EcoBank. EcoBank, ce n'est pas une banque africaine. EcoBank, c'est une banque africaine. Hmm? Ok, regardez, je vous ai dit, la banque, c'est quoi? La banque, c'est deux choses. La banque, ce n'est pas l'édifice. Il faut que les gens sortent déjà de ce paradigme. La banque, ce n'est pas l'immeuble ou les bureaux. Non. La banque, c'est la licence, c'est-à-dire l'autorisation d'une autorité juridique. La banque, c'est l'infrastructure pour pouvoir servir les clients. Si on remonte dans l'histoire, la banque, c'était un bureau, un coffre-fort où tu viens, il y a quelqu'un que tu déposes l'argent, il te met un reçu qu'il a reçu de l'argent. Il vous donne le reçu, ou bien ça peut être un carnet, ou bien, je ne sais pas si c'est un compte chèque, c'est-à-dire votre salaire rentre là, et vous avez un carnet chèque où vous pouvez émettre des chèques aux gens, ou bien faire un retrait à un guichet. Ce paradigme, ce modèle bancaire a évolué. Vous me suivez? Les banques traditionnelles, ils savent pertinemment qu'ils ne pourront pas s'en sortir face à la tsunami technologique. Ils seront littéralement dévastés parce que, imaginez-vous un seul instant, au niveau transactionnel, la banque, ce n'est pas l'édifice. La banque, c'est faciliter les transactions ou garder de l'argent. Alors, si une technologie comme la blockchain permet aux gens déjà, c'est pas permettra, ça permet aux gens de stocker leur argent dans leur porte-monnaie électronique, textuellement comme dans un compte bancaire, et de le dépenser sans avoir besoin de passer par un intermédiaire. C'est-à-dire, j'envoie l'argent à quelqu'un comme si j'envoyais un message WhatsApp ou bien un mail. Donc, l'argent part d'un point A à un point B directement. Donc, vous voyez qu'à ce niveau, on n'a plus besoin d'une banque. Mais pendant qu'on y est, écoutez-moi bien, pendant qu'on y est, il y a une zone de transition. C'est-à-dire, il y a une zone de transition qu'il faut gérer qui est liée à la réalité actuelle où on fonctionne dans un environnement
fortement ancré dans la banque traditionnelle, où les gens ont déjà ça comme habitude. Les gens aujourd'hui, la jeune génération, ils ne vont pas accepter ça. Ils ne vont pas accepter que leur argent soit gardé par un monsieur qui est assis dans une tour d'ivoire avec une cravate. Non, il va garder lui-même son argent. Déjà, l'intelligence artificielle va lui permettre de mieux faire ses placements, ses investissements. Donc, il peut faire cela parce que dans le fond, il y a une sorte de phase transitoire qu'il faut gérer. Et c'est cette phase transitoire que nous essayons d'intervenir avec notre architecture. C'est-à-dire trouver un pont d'ancrage entre le passé, le présent et le futur de la banque. De l'autre côté, permettre à ce que les gens de la diaspora, je dis les gens qui sont dans la diaspora, avec leur famille restée au pays, puissent avoir un pont sans plus passer par des entreprises qui ouvrent des services de transfert à des coûts exorbitants, qui contrôlent carrément l'argent des gens à travers des mécanismes de taux de change dont eux-mêmes ils le définissent. On va permettre quelqu'un, par exemple, qui travaille en France, puisse envoyer l'argent à son correspondant ou son bénéficiaire au Cameroun à la devise dont il a. C'est-à-dire il envoie 100 euros, il reçoit 100 euros. Déjà, ça permet que au niveau local, les gens se retrouvent maintenant avec la devise, parce que vous savez que dans des économies faibles, les devises locales n'ont pas souvent un pouvoir d'achat conséquent au-delà de la frontière. Donc, du coup, en permettant aux gens d'avoir des devises dans leur porte-monnaie, ils ont un pouvoir d'achat conséquent. Parce que dans le principe de conversion ou de retrait à travers le réseau bancaire traditionnel ou bien à travers nos différents marchands, la personne peut retirer l'argent en espèces à tout moment, espèces locales. Mais si son argent est en devise, ça lui permet de protéger son argent contre les éventuelles inflations ou détérioration du pouvoir d'achat. Donc, c'est pourquoi on a besoin d'une architecture technologique de cette dimension qui permet de répondre à cela. Donc, je dis, on établit le pont entre le passé, le présent et le futur, et l'interopérabilité et l'intégration de notre écosystème permet de communiquer avec les banques traditionnelles sans problème. Donc, la question, c'est l'interopérabilité. Parce qu'on répond bien. Tu ne peux pas interopérer avec quelqu'un si vos systèmes sont traditionnels sans problème. Donc, la question, c'est l'interopérabilité. Parce qu'on répond bien. Tu ne peux pas interopérer avec quelqu'un si vos systèmes ne se parlent pas. Alors, pour que les systèmes se parlent, il y a une certaine standardisation. C'est-à-dire, un client ne peut pas partir de chez nous pour déposer l'argent dans un compte bancaire chez EcoBank s'il n'y a pas un système d'identifiant bancaire, le e-bank. Nous, on l'aura intégré. Donc, ce n'est pas un débat à ce niveau. Le débat est plus sur la conduite de l'adoption par monsieur, madame, tout le monde, qui passera par quoi? Par l'utilisation. Ce n'est que l'utilisation qui peut déterminer la valeur ajoutée qu'on apporte. Ce n'est pas sur les questions d'ordre réglementaire technique, on est à point. Il n'y a même pas de souci là-dessus. Vous me suivez? Sur les questions réglementaires et techniques, on est à point. On n'obtient pas une licence bancaire dans l'Union européenne en jouant au chat et à la souris. Non, il faut être à point. Si c'était aussi facile, tout le monde pourrait aller chercher une licence bancaire parce qu'on donne une licence bancaire parce que la personne répond sur le plan compétence et sur le plan bonne conduite et bonne moralité. Si vous pouvez avoir de l'argent, mais vous n'avez pas le droit d'avoir une licence bancaire. Vous me suivez? Ça prend beaucoup de choses pour avoir une licence bancaire. Donc, c'est des choses très, très strictes sur lesquelles il faut insister pour que les gens comprennent. Ce n'est pas un jeu, la banque. Donc, il y a d'autres questions? Donc, le cas pratique ici, j'ai déjà évoqué le cas pratique avec notre, comment utiliser peut-être défi social. Autre chose que je pourrais insister, c'est que les gens s'enregistrent sur Zelaphone et font des investissements. Parce que là, on a lancé la campagne de vente, ça va durer à peu près 120 jours.
Et c'est mieux de l'acheter le plus tôt parce que plus les gens vont acheter, plus ça va prendre la valeur. C'est la loi de l'offre et la demande. Donc, plus vous achetez tôt, une grande quantité, plus vous créez de la valeur. Je veux revenir sur ça parce qu'il y a des confusions et des mélanges, surtout sur l'acquisition des tokens comme ce que nous offrons. Parce que ce qu'on observe aujourd'hui en Afrique avec ce phénomène, avec la montée en puissance de crypto qui a créé une sorte d'épiphénomène autour, où il y a quelques individus très très zélés qui se font passer pour des sorciers de la finance, qui viennent promettre des investissements, des plateformes d'investissement aux gens comme quoi ils vont vous donner des rendements faramineux par jour ou bien par semaine ou par mois. J'ai toujours dit aux gens, ça n'existe pas, ça ne fonctionne pas comme ça. Alors vous allez vous rendre compte que ces gens qui parlent de ces choses n'ont aucune idée de c'est quoi cette technologie, c'est-à-dire la blockchain et la crypto-monnaie. Ils ont simplement flirté et fonctionnent en imposteur, c'est-à-dire viennent dire les choses aux gens parce qu'ils savent que les ignorants ou les novices n'ont aucune idée de comment ça fonctionne. Ils vont donc mettre leur argent sous prétexte qu'ils vont avoir des profits énormes. Ce n'est pas comme ça. J'explique maintenant. La blockchain, c'est une technologie. Alors, quand on dit une technologie, elle peut se décliner sur plusieurs facettes, elle peut être utilisée de différentes façons. Donc, cette technologie a vu le jour avec l'arrivée de la crypto-monnaie. C'est la première crypto-monnaie qui est le Bitcoin qui a fait ressortir le mot blockchain. Et ce blockchain, c'est une compilation de plusieurs technologies qui existaient avant, mais qu'il fallait juste les assembler pour résoudre un problème. Donc, le problème que la blockchain a résolu à travers la crypto-monnaie, principalement le Bitcoin, qui est le cas le plus réussi au-delà des autres qui sont les dérivés de ça, c'est qu'il a permis qu'on puisse envoyer de l'argent de pair à pair, sans passer par une institution financière ou un intermédiaire. Il a permis qu'on puisse stocker de la valeur de façon dématérialisée. C'est-à-dire, je peux stocker de l'argent dans un environnement dématérialisé, qui est le wallet, qui est la blockchain, sans avoir de crainte que cela peut être falsifié ou modifié. Il a résolu le problème de double emploi. Parce que l'un des problèmes majeurs qu'avait l'Internet aujourd'hui, c'est qu'il y a des doublons. C'est-à-dire quand j'envoie une photo ou un fichier à travers l'Internet, c'est le double que j'envoie. C'est-à-dire c'est une copie. L'original reste sur moi. Donc vous voyez qu'avec ça, ça ne rendait pas cet environnement sécuritaire et contrôlable. Les gens pouvaient dupliquer des profils. C'est quoi on voit parfois des gens avec multiples profils. Les gens pouvaient falsifier des faux documents. Donc grâce à cette technologie, il a été capable d'utiliser la cryptographie pour résoudre ce problème de double emploi, c'est-à-dire rendre chaque entité numérique unique. C'est-à-dire quand j'émets un document, je peux le crypter et l'attribuer une seule adresse unique qui est identifiable, vérifiable par tout le monde, aussi longtemps que je vais l'inscrire sur un registre distribué qui va dupliquer des copies sur le réseau sans possibilité d'avoir plusieurs. Ça vient créer un nouveau paradigme sur la question de communication, sur la question d'information, sur la question d'authenticité, sur la question de valeur. C'est où on a vu en cela un fort potentiel de disruption, c'est-à-dire de changement de ce qu'on a comme aujourd'hui, comme de la manière dont nous fonctionnons en société, tant sur le plan transaction bancaire, financière, que sur le plan administratif et autres. Donc, ça a pris naissance en 2009 et progressivement, on a vu que son potentiel pouvait s'étendre dans quasiment plusieurs domaines de la vie. Alors, il est venu donc l'idée de comment cette valeur s'échange. Il s'échange essentiellement sur une forme numérique et que quand on commence à échanger une valeur, il se forme autour de ce qu'on appelle la spéculation. Donc, la spéculation vient plutôt sur les gens qui spéculent sur
l'éventuelle valeur que cet actif peut avoir, tout comme on a sur les actifs traditionnels, comme le prix de l'or, comme le prix du pétrole, comme le prix du café cacao. Les gens vont spéculer, il y a des spéculateurs, les gens qui spéculent sur le prix et le prix va éventuellement évoluer selon la loi de l'offre et la demande. Les spéculateurs vont créer parfois une bulle, c'est-à-dire des valeurs qui n'ont parfois rien à voir avec sa valeur intrinsèque. Et c'est où se forge donc cette... parce que quand une bulle se forge sur un actif, il finit toujours par s'exploser. La particularité avec la bulle de la crypto-monnaie, c'est que c'est une bulle qui s'explose et se repositionne parce que l'actif qui veut changer, c'est-à-dire l'environnement qui veut changer, est gigantesque. Si on regarde par exemple l'actif monétaire, c'est-à-dire l'argent, quand je parle d'argent ici, c'est les devises, le dollar, l'euro et autres. Si ça arriverait que le Bitcoin doit remplacer ces devises-là, ça veut dire que le Bitcoin progressivement qui s'adopte va littéralement ravager cette devise. Donc, c'est ce potentiel de pouvoir remplacer cette devise traditionnelle qui s'exprime à un moment donné sur la valeur du Bitcoin. Et tout maintenant, on peut dire que le Bitcoin aujourd'hui va progressivement prendre la valeur encore. Sa valeur est à autour de 20 000 dollars, c'est à 19 400 tout à l'heure. Elle va progressivement monter. Mais elle va monter à sa faissance, c'est-à-dire ça va monter parce que les gens spéculent un peu partout et il n'est pas régulé. Et de temps en temps, il va rechuter. Mais on ne peut pas aller garantir ça comme investissement aux gens. Je répète. Cependant, sa valeur peut aller de façon figurante. Un bitcoin peut valoir 100 000, 200 000 peut-être dans 5 ans ou dans 10 ans. Mais on n'a aucune garantie. Il n'y a aucun instrument qui peut nous permettre de le dire, sauf aller dans une boule de cristal. Vous me suivez un peu? Mais si les gens s'amusent à aller proposer ça comme investissement aux gens, c'est hyper risqué. Parce que si on veut regarder du point de vue du marché ou spéculatif, ça, c'est pas bon. Mais on peut regarder maintenant du point de vue innovation, c'est-à-dire du point de vue changement que cela apporte. On va se rendre compte que si quelqu'un veut parler avec autorité sur cette technologie, c'est-à-dire sur la blockchain et la crypto, il faut qu'il soit à mesure d'apporter un plus. Parce que on ne va pas réinventer la roue. Les gens qui essaient de dire qu'ils créent que j'entends des crypto-monnaies bizarres et autres, euh, qui disent que c'est comme le Bitcoin. Non, on ne va pas inventer le Bitcoin. Le Bitcoin a déjà été une invention. Par contre, on peut apporter des couches de technologie supplémentaires pour améliorer ou rendre le Bitcoin plus efficace. Là, on peut parler d'innovation. C'est exactement ce que Shobanka est. Shobanka ne veut pas remplacer le Bitcoin. Le Bitcoin est là, la crypto-monnaie est là, mais on apporte des solutions d'ajout au-dessus pour le rendre non seulement convivial au niveau de l'utilisateur, mais pour faciliter également la transaction. Que de venir dire aux gens que vous allez acheter telle crypto-monnaie, ça va devenir 100 000, non. Nous, on essaie d'apporter plutôt des cas d'utilisation, notamment comme DeFi Bank, comme DeFi Social, où éventuellement on va trouver une sorte de mixage entre la monnaie traditionnelle et la monnaie fiduciaire. Est-ce qu'il y a des questions? Il y a quelqu'un qui a activé son micro là, ça fait trop de bruit. Est-ce qu'il y a des questions? Parce que je peux que répondre à vos questions. J'ai déjà exposé tout ce que j'avais à dire. Maintenant, s'il y a des questions, je veux répondre, mais s'il n'y a pas, on va se séparer. Est-ce qu'il y a des questions? Donc, je voulais aussi ajouter concernant la campagne de sociofinancement que nous avons lancée. L'achat de ces jetons-là est endossé par notre actif économique qui est
DifiBank et tous les autres services qui sont liés à cela. Progressivement, on va lancer, il y aura plusieurs tours de levée de fonds. Parce que nous avons choisi d'aller vers créer quelque chose, c'est-à-dire développer des solutions avant de venir sur le marché. Comparativement à ce que font la plupart des entreprises ou startups où ils vont aller vendre plus un projet sur un business plan pour aller maintenant chercher comment le développer. Nous, c'est complètement l'inverse. C'est-à-dire, on a la solution qui est déjà là, que chacun peut vérifier. On a juste besoin de l'argent maintenant pour le développement en termes d'extension, c'est-à-dire en termes de croissance et de pouvoir se positionner sur plusieurs marchés. C'est ça qui nous amène à vendre cela. C'est-à-dire, on vend plus quelque chose qui est réel, qui est tangible, qui est vérifiable, que de proposer quelque chose qui n'est pas là. Oui, nous sommes, comme la question qui vient de me poser, faites-vous le même travail auprès des entrepreneurs? Mais nous avons offert une plateforme, un écosystème dont on demande aux gens de s'intéresser, de l'utiliser, que ce soit en tant qu'entreprise ou entrepreneur. Nous avons développé, tout est là. Si vous lisez, les gens qui s'inscrivent sur Zela pour l'investissement, dès qu'ils ont vérifié leur profil, ils peuvent télécharger notre euh, one page qui démontre un peu ce que nous avons et comment est-ce qu'on entend résoudre le problème en Afrique avec. Donc, on n'est pas en train de dire quelque chose qu'on n'est pas capable de faire, comme je ne fais que de le marteler. Il est là, les gens doivent l'utiliser, les gens doivent l'essayer. Notre offre s'adresse aux particuliers comme aux entreprises, que ce soit dans le cadre des solutions de paiement, parce qu'on est capable de remplacer l'infrastructure de paiement avec quelque chose de plus innovant, plus évolutif. Notamment notre DifiCash, que j'ai omis de parler. DifiCash c'est la prévolutive. Notamment notre DifiCash, que j'ai omis de parler. DifiCash c'est la première au monde. On est la première entreprise fintech au monde à avoir développé une solution de paiement intelligent ou bien avoir développé un argent intelligent qui permet de faire des paiements, de faire le transfert d'argent et de stocker la valeur dans un environnement numérique. Non, avoir accès à un espace de démonstration, ce n'est pas, on ne peut pas avoir un espace de démonstration. Les gens qui veulent utiliser aillent sur la plateforme, qui s'enregistrent, ils font des opérations. C'est aussi simple que ça. Vous ne pouvez pas demander quelque chose en contraire. Non, on n'est pas dans une phase d'expérimentation. On est à la phase de réalisation. Celui qui veut savoir comment ça fonctionne, qu'il aille s'enregistrer. Zela est là, il s'enregistre et il fait une opération de test. C'est aussi simple que ça. On n'est pas. Est-ce que vous avez vu déjà une entreprise comme Facebook et autres faire une démonstration, mais vous utilisez tous les jours? Vous utilisez WhatsApp, vous utilisez Google et autres. C'est les gens qui peuvent, à travers l'utilisation, faire des démonstrations. C'est aussi simple que ça. Est-ce que c'est clair? On n'a pas besoin de tuto. Ce n'est pas possible. Les gens doivent l'utiliser. C'est l'utilisation qui permet à chacun de maîtriser un outil. Comme là, on est en train d'utiliser Diffimit, ça vous permet de voir comment ça fonctionne. Vous voyez, est-ce qu'on a eu à faire un tuto pour que j'explique comment utiliser Diffimit? Non. Quand vous allez entrer dans l'environnement Diffibank, ça sera pareil. Vous allez voir c'est plus un environnement iconographique. C'est-à-dire que c'est à partir des icônes. Et des icônes expliquent même déjà ce que c'est. Quand vous regardez une icône graphique, ça peut vous dire que ça c'est pour envoyer, ça c'est pour recevoir, ça c'est pour échanger, ça c'est pour faire ceci.
Donc, c'est ça, et c'est tellement lisible. Si vous regardez, par exemple, la plateforme Diffie Social, on ne va pas faire un tuto pour expliquer aux gens comment utiliser Diffie Social. Non, les gens doivent l'utiliser, le découvrir par eux-mêmes et s'améliorer à travers l'utilisation. C'est comme ça que ça se passe dans l'environnement technologique. Autre question, je vais vous présenter en passant un peu comment faire une transaction sur... Attendez, voir si je peux me permettre. Voilà, je peux partager éventuellement mon écran. Je crois que j'ai dit ceci. Vous pouvez envoyer de l'argent, mais la banque n'est pas encore opérationnelle. La banque n'est pas encore opérationnelle. Si vous voulez vous envoyer l'argent, vous allez utiliser notre réseau, mais nous devons payer votre client. C'est avec que vous pouvez utiliser Shopee. Shopee est là. Les gens peuvent s'enregistrer là pour voir comment ça se passe. Shopee Money qui va devenir ça deviendra devient diffipé. Une fois qu'il sera lancé, une fois que Diffy sera lancé, Shop et Money va devenir Diffipay. Et là, on va pouvoir, d'ici peut-être avant le 10 décembre, on pourra offrir les paiements via Mobile Money au Cameroun, au Sénégal, au Gabon. Bon, il y a quelques pays là où on est en train de travailler dessus. Mais pour l'instant, ça doit passer par, si vous utilisez par exemple Shopee, il faudrait que la personne au Sénégal ait un compte bancaire pour que l'argent soit déposé dans son compte. Donc, c'est ça. Mais bientôt, sur DFIP, il y aura des passerelles qui permettra de déposer l'argent via Mobile Money et autres avec nos partenaires avec qui nous travaillons. Donc,